Bonjour, chère communauté. Et je voudrais vérifier que la traduction, tout fonctionne bien. I would like to check if the translation is working. Yeah, the English, okay. And the Vietnamese, it's okay. Okay, thank you. Donc ce matin, nous allons parler français. Et le petit plateau sur lequel il y a une petite théière, et c'est le dire. C'est en anglais. Smile, my dear. So, ce matin, je me suis dit, Sœur Daonim sourit. Donc, c'est très bien d'avoir ce petit plateau qui m'aide à sourire. Donc, nous allons écouter 300 de cloches. Et en même temps que l'on écoute le son de la cloche, nous pouvons, comme notre sœur nous a invités ce matin pendant la méditation guidée, qui était en anglais, mais elle nous invitait à revenir à notre respiration, à suivre notre respiration du début jusqu'à sa fin, de vraiment être là. Et puis aussi d'avoir cette aspiration de puissais-je être heureuse, heureux, en paix et léger, légère dans mon corps. Puissais-je être heureuse, en paix, légère dans mon esprit. Donc, quand nous écoutons le son de la cloche, nous pouvons revenir à notre corps, rien à faire, se détendre et lâcher prise, simplement être là avec le son de la cloche. Et on peut dire, j'écoute, ce son merveilleux me ramène à ma vraie demeure. En fait, me ramène dans l'ici et le maintenant. Here and now. Non. Merci. Cher Thai, cher maître respecté et chère communauté, bonjour, bienvenue au hameau du Bas. Aujourd'hui, nous sommes le 14 mai de l'an 2023 et nous sommes dans la salle Assemblée des Étoiles, une magnifique salle ici qui nous accueille ici aujourd'hui. Et aussi le long des murs, moi j'aime beaucoup cette salle parce que j'aime beaucoup les calligraphies que notre maître nous a laissées et qui sont
très grande inspiration pour notre pratique. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, suis-je heureux? Suis-je heureuse? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Personnellement, il y a plus de 40 ans de cela, je vivais dans un ashram à ce moment-là. Un ashram, c'est une communauté spirituelle, un ashram au Canada. Et l'enseignant m'a demandé, et mon nom à ce moment-là, c'était Lakshmi. Je m'appelais Lakshmi. Aujourd'hui, je m'appelle Sœur Daonim. Et il m'a demandé, Lakshmi, êtes-vous heureuse? Et sa question m'a complètement prise par surprise. En fait, je ne m'étais jamais posé cette question. Suis-je heureuse? Et ça m'a pris par surprise et je lui ai dit, bah oui, oui, bien sûr, je suis heureuse. Mais en fait, c'est une question qui est restée avec moi. Depuis toutes ces années, en fait, je vois que mon chemin de vie, ça a été de découvrir qu'est-ce que c'est vraiment être le bonheur véritable, qu'est-ce que c'est être heureuse. Et pour beaucoup d'années, c'était pour moi de comment rendre les autres personnes heureuses. Qu'est-ce que je peux faire pour rendre les autres heureux? Et en fait, la chose que j'ai découverte, c'est que peut-être moi j'avais une idée du bonheur, comment l'autre peut être heureux, qui n'était pas du tout ce que les autres avaient envie ou étaient prêts à faire. Et donc c'était une question, et c'est une question encore qui est là. Suis-je heureuse? Et quand nous voyons l'état de notre monde aujourd'hui, notre planète que nous détruisons, les guerres, les violences, la séparation, la grande solitude des personnes, on peut se demander et se poser la question, est-ce que c'est possible d'être heureux dans ce monde? Et une autre question qui m'a aussi et qui continue, c'est cette question qui suis-je? Alors je vous ai dit, mon nom c'est Sœur Daonim. Je vous ai dit aussi avant, j'avais un autre nom, Lakshmi, et avant ça j'avais aussi un autre nom et un autre nom, et mon nom de naissance, Claudine. Mais qui suis-je en fait? Et ça c'est une question aussi que nous pouvons nous poser. Est-ce que j'ai eu des parents, grands-parents, tous mes ancêtres? J'ai reçu une éducation, la culture dans laquelle j'ai été élevée. Est-ce que je suis tout ça? Donc ce sont des questions en fait qui peuvent nous aider à creuser à l'intérieur de nous. Et c'est bien de pouvoir prendre quelques minutes tous les jours pour s'écouter, pour se poser, pour être un peu, créer un silence en nous, pour écouter un peu l'appel de notre cœur, l'appel de la vie aussi. Et ce matin, je suis allée marcher avant de venir ici, parce que pour un peu accueillir, apaiser, calmer les papillons à l'intérieur de moi, les papillons qui représentent un sentiment d'appréhension, d'anxiété, de venir s'asseoir ici devant vous. Donc moi, la marche méditative, les pas en pleine conscience, de vraiment revenir, de connecter avec la nature, c'est quelque chose qui m'offre de l'espace. Et tout en marchant, vers la fin de la marche,
j'ai marché peut-être 45 minutes, 1 heure, j'ai entendu un oiseau, le coucou. Et en fait, ça m'a fait penser à un poème de Dogen. Dogen, c'était un moine qui est né dans les années 1200, et qui est un très grand maître. Et donc, ça m'a fait penser à un de ses poèmes. Et je suis désolée pour les traducteurs, traductrices en fait, car ce poème n'est pas sur la feuille que je vous ai donnée parce qu'il est venu ce matin, mais je vais le lire doucement. Alors, marchant à travers ce monde illusoire, semblable à un rêve. Je vais répéter la phrase. Marchant à travers ce monde illusoire, semblable à un rêve. Ne regardant pas même les traces que je pourrais avoir laissées. Ne regardant pas même les traces que je pourrais avoir laissées. Le chant d'un coucou me fait signe de retourner à la maison. Le chant d'un coucou me fait signe de retourner à la maison. En l'entendant, je penche la tête pour voir qui m'a dit de rentrer. En l'entendant, je penche la tête pour voir qui m'a dit de rentrer. Mais ne demandez pas où je vais, car je voyage dans ce monde sans limite, où chacun de mes pas est ma maison. Mais ne me demandez pas où je vais, car je voyage dans ce monde sans limite, où chacun de mes pas est ma maison. Et c'est un très beau poème, hein. Donc le chant d'un coucou. Et aussi notre maître, hein, il nous disait, quand on lui disait qu'on s'ennuyait de lui ou qu'il nous manquait quand il voyageait, et il nous disait toujours, à chaque fois que vous entendez le chant d'un coucou, c'est moi qui vous appelle pour revenir. Donc ce matin, c'était un beau clin d'œil, et avec mes papillons, et de... Ah, qui m'appelle? Ah, bonjour Thaï. Donc, c'est très beau. On va écouter un son de cloche et revenir ici, apprécier ce moment d'être ensemble. Dans notre vie actuelle, très souvent, et pour beaucoup de personnes maintenant, nous avons et nous nous mettons beaucoup de pression sur nous-mêmes. De pression d'être quelque chose que peut-être l'on pense que la société veut de nous ou que d'autres personnes veulent de nous. Donc on se met toujours dans un état... Et aussi la vie nous fait qu'il y a beaucoup de choses que l'on doit faire, accomplir. Et souvent nous sommes notre propre ennemi. Nous-mêmes, nous nous mettons beaucoup de pression. Et la chose qu'il suffit de faire, et c'est ce que on vous invite à faire quand vous venez ici au village, c'est de faire des petites pauses, des pauses dans lesquelles on revient à la maison et dans laquelle on installe du silence. Et une pratique
on vous invite à pratiquer avec nous, c'est la pratique du noble silence. Et peut-être pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose que vous découvrez, qui est quelque chose de complètement neuf, de venir, de manger en silence, d'avoir ces périodes de silence du soir jusqu'au lendemain matin, de manger le petit déjeuner en silence, de marcher en silence. Et je voudrais savoir combien d'entre vous ont déjà fait des retraites de silence, peut-être un week-end ou une semaine. Donc il y a quand même un certain nombre. Et combien d'entre vous se sentent inconfortables lorsque l'on mange en silence? Quelques personnes, hein? Oui, c'est ça. Et parce que le silence peut être à la fois, nous ici au village, on appelle le noble silence, hein, parce que le silence peut être à la fois oppressant, c'est-à-dire que quelqu'un nous a dit « tais-toi », on ne parle pas en mangeant, ou nous on vous invite à ne pas parler en mangeant, mais on le fait dans un esprit de vraiment connecter avec la nature, de connecter avec la nature qui est d'où vient la nourriture, de connecter avec nous-mêmes aussi, d'être vraiment présent. Ce n'est pas une interdiction ou une... Donc c'est un silence qui a une qualité différente. Hein. Et aussi, peut-être, on était quelqu'un qui parlait beaucoup et on nous dit « Non, tais-toi, tu ne peux pas parler ». Et là, ce n'est pas du tout la même chose, on ne parle pas du même silence. C'est un silence qui, en fait, nous permet de nous retrouver nous-mêmes, nous permet de créer de l'espace en nous pour pouvoir vraiment nous entendre, s'entendre soi-même. Et je vais vous lire un poème qui s'appelle, en anglais c'est Clearings, c'est les clairières ou éclaircies. Et c'est d'une poète qui s'appelle Martha Postlethwaite. N'essaie pas de sauver le monde entier ou de faire quoi que ce soit de grandiose. Essaie plutôt de créer une éclaircie au milieu de la forêt dense de ta vie. Et attends-la patiemment jusqu'à ce que la chanson qu'est ta vie tombe dans tes mains jointes. Et tu la reconnaîtras et la salueras. Seulement alors tu sauras comment te donner au monde qui a tant besoin que l'on vienne à sa rescousse. Je vais le lire une autre fois. N'essaie pas de sauver le monde entier ou de faire quoi que ce soit de grandiose. Essaie plutôt de créer une éclaircie au milieu de la forêt dense de ta vie. Et attends-la patiemment jusqu'à ce que la chanson qu'est ta vie tombe dans tes mains jointes. Et tu la reconnaîtras et la salueras. Seulement alors tu sauras comment te donner au monde qui a tant besoin que l'on vienne à sa rescousse. Et si notre vie est complètement saturée de bruit, d'impatience, de confusion, alors ça va être très difficile de pouvoir vraiment voir la chanson, entendre la chanson de notre vie. Et dans notre société actuelle, s'arrêter, poser, c'est très probablement très mal vu en fait. On nous demande d'être toujours dans l'action, de faire quelque chose. Et c'est peut-être perçu, même si je m'arrête, ben, je perds mon temps. M'arrêter, c'est perdre mon temps. M'arrêter pour pratiquer la méditation, m'arrêter, marcher lentement, juste me poser assis sur une chaise, regarder la nature, contempler
peut-être dans nos pensées où les personnes autour de nous nous disent « mais tu perds ton temps ». Donc est-ce que nous pouvons créer une clairière, créer une éclaircie dans notre vie? Comment pouvons-nous faire sans nous mettre de pression que c'est quelque chose que nous devons faire? Et c'est plutôt trouver dans nos vies comment est-ce que je peux créer une éclaircie, me faire de l'espace. Et c'est là, dans la pratique de la pleine conscience, nous aide à faire cela. Et quand vous venez ici au village, pendant nos retraites, c'est ce que nous essayons de créer un environnement qui va vous permettre d'avoir des pauses, créer de l'espace, des éclaircies dans la forêt dense de vos vies. Et pour nous ici aussi, c'est la même chose, les sœurs, les frères ici au village. Donc, et pourquoi créer cet espace, ces clairières? C'est justement quand le champ de notre vie, on va reconnaître, on va pouvoir être présent pour entendre cet appel. Alors, quoi faire? Désencombrer, désengluer. Se désencombrer, on peut regarder qu'est-ce qui m'encombre. C'est le printemps. Souvent, on se dit au printemps, on peut faire un nettoyage de printemps. Et ici, nous fêtons l'année lunaire, qui est l'année au Vietnam. Or, au moment de l'année lunaire, dans la tradition vietnamienne, on nettoie tout de fond en comble. On range, on désencombre aussi les choses qui sont là. Et nous, ici, les moniales et les frères, c'est la même chose aussi. Notre pratique, c'est tous les ans, nous changeons de chambre. Et nous n'avons pas beaucoup de place non plus, ce qui fait que même en changeant de chambre, on s'aperçoit qu'on accumule beaucoup, même si nous n'avons qu'un lit-boîte et un placard. Et on s'aperçoit qu'on accumule. Et le fait que l'on change de chambre, on désencombre. Donc ça, c'est voir ces placards. Est-ce que j'ai besoin de tous ces vêtements? C'est très compliqué. Je me souviens quand je travaillais, je vivais à Paris, une jeune femme à Paris, donc quelle tenue j'allais mettre? Alors j'y pensais le soir d'avant, ça va avec ça et ça. Et en fait, maintenant c'est assez simple, on n'a pas trop de choix de couleurs, donc ça va assez vite. Et même, on pourrait, oh, tiens, je vais mettre cette écharpe ou je vais mettre ce bonnet. Non, moi j'essaye de simplifier le plus possible, d'avoir le moins de choses possible. C'est beaucoup plus facile comme ça. Et la coiffure, c'est assez facile. On a juste un seul choix. Et d'ailleurs, ce matin, en même temps, j'ai enchaîné. Ce matin, le chant que nos frères et sœurs ont offert, le deuxième chant, en fait, c'est un chant que l'on chante lors de notre ordination de novice. Quand on devient novice, c'est au moment où on met de l'eau sur notre tête et on coupe la première mèche de cheveux. Ce chant est chanté en même temps. C'est le chant du nectar de la compassion. Et on a cette aspiration de laisser toutes nos afflictions pour le bien de tous les êtres. Donc ce chant me ramenait à mon aspiration. À chaque fois que je l'entends, ça me ramène toujours à ce moment où l'on reçoit on fait ce vœu très fort de lâcher prise, de désencombrer en fait. On ne vous demande pas de laisser tout comme nous, forcément de suivre ce chemin de monastique, mais au moins de désencombrer tout ce qu'on n'a pas besoin. On peut offrir les choses que l'on n'a pas besoin, ouvrir nos placards et donner, voilà. Et regarder, est-ce qu'on a besoin de tous ces grands écrans géants et dans chaque pièce de la maison, et donc de voir désencombrer et désengluer, parce qu'on s'englue en fait, on se trouve de plus en plus de pression sur nous avec trop de choses. Donc simplifier
une vie simple, hein, la simplicité. Mais la chose la plus importante de désencombrer et désengluer, vous savez qu'est-ce que c'est la chose la plus importante de désencombrer, à votre avis? Oui, ça. Voilà, on le sait tous, hein. C'est notre esprit. Et notre esprit, il y a beaucoup de choses qui l'encombrent, en fait. Et c'est pourquoi ce poème de créer une éclaircie au milieu de la forêt dense de notre vie, donc c'est notre environnement, mais aussi ce qui se passe dans notre esprit, désenglué. Donc c'est de prendre du temps chaque jour pour revenir à notre souffle, notre respiration qui est toujours là. Et ça ne demande pas beaucoup, hein. On est dans la voiture, dans le bus, dans l'avion, on attend en ligne, on peut, au lieu de s'impatienter, c'est justement d'amener cette qualité de patience qui va naître naturellement en retournant à notre souffle. J'inspire, j'expire et on lâche. Et simplement quelques mouvements, quelques respirations, ça crée un espace en nous. Et aussi avec nos pas, nous marchons beaucoup, nous pouvons revenir à chacun de nos pas. Donc c'est important de se rappeler qu'on a un corps, hein, et que notre corps est une merveille de la vie. Et moi, je sais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ma vie parce que j'ai travaillé de l'âge de 19 ans jusqu'à 29 ans et avec un chirurgien et je l'assistais dans la salle d'opération et j'ai découvert la merveille du corps humain quand il était ouvert, hein, et sa capacité de se restaurer, sa capacité de se régénérer, donc de cette immense beauté du corps. Hein. Et là, j'ai une de mes mentees, et même deux de mes mentees, récemment, elles se sont blessées un doigt. L'une pas en même temps, mais à des temps différents. Et ce qu'elles ont remarqué, c'est un simple doigt, l'effet que ça peut avoir sur le corps entier et sur l'esprit aussi. Et qu'effectivement, tout est relié, notre corps, notre esprit, tout est relié. Et on prend... c'est de faire aussi une éclaircie dans notre vie pour réaliser la beauté c'est notre demeure, notre maison, et de connecter à ce cadeau merveilleux qui est notre corps. Hein. Se rappeler qu'on a un corps. Hein. Et aussi à l'intérieur de nous, on a tous et toutes été des enfants. Et ces enfants, ils nous parlent. Cet enfant, il nous parle. Cette partie de nous, elle nous parle. Et donc c'est de pouvoir écouter. Et on va écouter un son de cloche. Hein. Amener dans notre vie des moments de silence, hein. Aussi de vous offrir aussi des journées où vous pouvez être en silence, hein.
des journées où où vous pouvez vous dire, bon, je ne vais pas parler, et de prévenir les personnes qui sont autour de vous, peut-être pendant un jour ou deux. J'ai besoin de retourner dans ce silence. Et de vous offrir aussi des retraites où vous pouvez aussi, avec d'autres personnes, pratiquer le silence. Comme ici, quand vous venez ici au village, vous pouvez goûter aussi la force du silence de groupe, de tout l'environnement qui est en silence. Et le silence, ce n'est pas une absence de bruit, parce qu'en fait, il y a toujours les sons de la nature. Et il y a toujours, même dans ils ont fait des personnes aussi qui ont essayé d'être un silence. Il y a des pièces qui sont spécialement créées où c'est complètement silencieux. Mais en fait, quand tout est complètement silencieux, en fait, on entend les sons du corps, en fait, encore plus. Les sons que peut faire notre corps. Donc, mais souvent, notre environnement est très bruyant, de plus en plus bruyant. Souvent, il n'y a pas de bruit autour de nous, il y a les sons de la nature, mais on va quand même se mettre des écouteurs et écouter de la musique. Récemment, c'était assez intéressant, parce que ici, si vous êtes en ville ou dans des grandes agglomérations, c'est assez souvent les personnes, la musique est à fond, les voitures, vous entendez la musique. Mais là, il y avait quelqu'un qui passait à vélo et il avait sa radio à tue-tête sur une petite route juste à côté d'ici. C'était assez surprenant parce qu'ici, ça n'arrive pas très souvent. Et c'est de voir que ce besoin de toujours, en fait, d'avoir des sons qui nous distraient de nous-mêmes, qui nous emmènent en fait ailleurs. Et notre société actuelle, elle a trouvé plein de différents gadgets pour complètement nous éloigner en fait de nous-mêmes, nous éloigner, nous remplir de bruit, nous remplir de distractions. Donc c'est quelque chose d'assez facile à faire. Ça demande pas, ça nous met pas de pression. Peut-être, on n'a peut-être pas besoin d'avoir d'écouter quelque chose ou éteindre la télévision. Et de voir à ce moment-là ce qui va se passer, et peut-être ça se passe, c'est normal. Hein. On va s'apercevoir à ce moment-là de la radio non-stop qui fonctionne dans notre tête. Et à ce moment-là, quand on est conscient de cette radio qui est là, qui fonctionne sans arrêt, qui est ce bruit de fond sans arrêt, à ce moment-là, on peut faire quelque chose. À ce moment-là, on peut désencombrer parce qu'on va prendre conscience de cette radio. En anglais, c'est NST et en français, c'est la radio pensée non-stop, PNS. Il nous avait dit la PNS. Donc, on va peut-être comment l'éteindre un peu. C'est d'abord en prendre conscience qu'elle est allumée sans arrêt. Et c'est normal. Et c'est petit à petit, on va pouvoir la ralentir en concentrant en prenant conscience de notre respiration, de nos pas. Et ça va suffire pour nous éveiller à la vie. Et il y a l'appel de la vie, de la beauté de la nature qui nous appelle. Et pouvoir lui dire, mais je suis là, je suis libre, je t'entends. Mais est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on est vraiment libre? Et qu'est-ce que c'est être libre? C'est vraiment exister, être vraiment vivant, parce qu'on n'est pas perdu dans le passé, perdu dans le futur, perdu dans les regrets ou dans le bruit qui est là en moi, ou le bruit qui nous entoure aussi. Donc, et il y a beaucoup de recherches qui sont faites actuellement sur le cerveau.
Et depuis, avec tous les progrès de la science, il y a de plus en plus de choses qui sont découvertes. Et une chose, moi, qui m'a surpris en lisant, je suis assez intéressée par la neuroscience, c'est qu'avant, toutes les études sur le cerveau, c'était le cerveau en action. C'est-à-dire, on étudiait les personnes en action. Et maintenant, depuis quelques années seulement, ils étudient le cerveau au repos. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau au repos? Et en fait, ils ont découvert que le cerveau en fait, est très actif pendant le repos, parce que c'est un moment où le cerveau se régénère, un moment où il crée plus d'autres neurones. Donc, en fait, ils ont découvert qu'en fait, le repos, c'est essentiel pour notre bien-être physique et psychique. Et que, en fait, d'un côté, notre société pousse vers l'action, 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 l'action. Et en fait, là, on est en train de découvrir, mais il y a besoin aussi de ces phases de repos, ces phases où on s'arrête, on se pose. Et ça peut être juste quelques minutes, ils ont fait des découvertes, que quelques minutes de silence, quelques minutes de pause, où on lâche un peu, ça suffit pour faire baisser la pression sanguine, ralentir le cœur, régénérer, se régénérer. Donc c'est assez intéressant. Et une phrase aussi, vous voyez, c'est buller. Vous savez ce que ça veut dire, buller? Non, vous ne savez pas ce que ça veut dire, buller? Faire des bulles? Non. Buller, en fait, ça veut dire juste rien faire. Être là, comme ça, on se promène, et on ne fait rien de particulier. On marche et notre esprit est juste posé. Et donc, buller, en fait, c'est se sentir inutile. Mais en fait, peut-être pas tant que ça. De temps en temps, c'est bien de buller. Et en fait, on peut se poser la question, mais pourquoi ne rien faire est-il si insupportable? Pourquoi est-ce que je ne supporte pas de rien faire? Pourquoi j'ai toujours besoin de faire quelque chose? Ok, je vais aller préparer ça, ou je vais penser à ça déjà. Pourquoi? On peut se poser la question. Pourquoi? Et pourquoi on a une envie quand on ne fait rien? Je ne sais pas si ça vous arrive, mais si vous ne faites rien et oh, mais je dois faire ça. Pourquoi on ne peut pas juste rester quelques instants à rien faire? On a une tasse de thé devant nous et on est juste là. Et en vous disant ça, j'ai un souvenir de lorsque notre maître, et après nous allons faire une marche méditative tous ensemble, et les premières fois où je venais au village, pendant les marches méditatives, en groupe, on marchait un certain temps, et ensuite notre maître, il s'asseyait, et puis nous on s'asseyait tous autour, et moi j'attendais que quelque chose se passe, parce qu'il y allait y avoir quelque chose qui se passait, mais en fait il n'y a rien qui se passait, on était juste là, assis. Et quand on marche, souvent on s'arrête et quelques instants, soit on reste debout et on regarde, ou alors on s'assoit. Et moi j'ai découvert en fait, ce sont des pauses en fait qui nous ouvrent à quelque chose de plus grand. Comme ce matin lorsque je marchais, l'herbe était couverte de gouttelettes de rosée, et comme des petits diamants qui sont là sur l'herbe. Donc, en faisant de l'espace en nous, on peut voir, toucher la beauté qui nous entoure. Et c'est cette inquiétude peut-être c'est vu comme de la faiblesse de rien faire, de m'accorder une pause. Peut-être je pense que je suis faible, pas quelqu'un d'assez fort, parce que j'ai besoin de m'arrêter, de me poser, d'être dans le silence. Et il y a un mot qui a été dit en anglais, des lettres, peut-être vous avez déjà entendu, c'est FOMO, Fear of Missing Out.
FOMO, Fear of Missing Out. C'est la peur de rater quelque chose. Alors, comme on a peur de rater quelque chose, il faut qu'on participe à tout, écouter tout, regarder tout, faire tout. Et ça ne s'arrête jamais, en fait. Et en fait, en faisant ça, on rate la chose la plus importante, c'est vivre. C'est vivre. En fait, on pense qu'on vit, mais en fait, on est en train de courir tout le temps. Et la technologie et les réseaux sociaux, ils sont toujours prêts à nous offrir plus pour pas qu'on rate quelque chose. Donc on va passer et puis on zappe d'une chose à l'autre comme ça. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup de notre maître, et je vais l'écrire sur le tableau. Le silence est essentiel. Nous avons besoin de silence, tout comme nous avons besoin d'air. Comme les plantes ont besoin de lumière, si notre esprit déborde de mots et de pensées, il n'y a pas d'espace pour le silence.
Alors pendant que j'écrivais cette phrase au tableau, vous étiez dans le silence, hein, n'est-ce pas? Oui? Non? Est-ce que l'esprit était silencieux ou est-ce que l'esprit débordait de pensées et de mots? Oui, vous pouvez me dire? Je ne sais pas dire. Hein? Beaucoup de bruit intérieur. Ouais. Et c'est normal, hein? C'est normal. Comme j'ai dit avant, la chose la plus importante, c'est de reconnaître ce qui se passe à l'intérieur. Et après, c'est la pratique, l'entraînement, la méditation, de s'asseoir, hein, de prendre quelques instants tous les jours pour être en silence avec nous-mêmes. Hein. Et ça se fait tout au long de la journée. On peut simplement, dans nos actions quotidiennes, dans les choses les plus ordinaires, hein, nous pouvons toucher ce silence intérieur. Mais malheureusement, le silence est devenu quelque chose d'assez rare dans nos vies, et c'est nous qui devons nous donner la permission d'avoir des moments de silence, des zones de silence, hein, des zones où nous pouvons revenir en nous-mêmes. Hein. Et alors, nos pensées non-stop, hein, qui ne s'arrêtent pas, cette radio qui fonctionne sans arrêt, elle nous affecte profondément aussi, parce que dépendant de ce qu'elle nous dit, c'est ce que l'on va consommer. Et est-ce que je consomme des pensées qui me nourrissent, qui me font du bien, ou est-ce que je consomme des pensées qui me font souffrir, qui me critiquent, me jugent, me blâment. Donc, il y a un sutra, et la pleine conscience, c'est cela qui va nous protéger. Il y a un sutra que le Bouddha nous a offert, qui est le sutra de celui qui connaît l'art de vivre seul. Et dans ce sutra, le Bouddha a donné un petit poème, un poème que je vais vous lire aussi. Ne poursuivez pas le passé. Ne vous perdez pas dans le futur. Le passé n'est plus et le futur n'est pas encore. Regardez attentivement la vie dans le moment présent. La vie est en la recherche dans le passé ou dans le futur, mais en fait c'est ici, maintenant. Regardez attentivement la vie dans le moment présent. Ainsi, l'éveillé, la personne qui se réveille, on s'éveille, demeure dans la solidité et la liberté. Soyez diligents aujourd'hui, et demain il sera trop tard. La mort vient sans prévenir et vous ne pouvez pas marchander avec elle. Qui sait demeurer nuit et jour dans la pleine conscience est appelé par le Bouddha celui qui connaît l'art de vivre seul. Donc même si on se coupe des bruits extérieurs, des informations extérieures, tout ce qui peut-être on se coupe, et puis on va dire ok, je vais être dans le silence, ne pas parler. Mais en fait, c'est notre pensée. Nous allons consommer qu'est-ce que nous pensons. Nous allons consommer, comme je disais, tout ce que cette radio intérieure nous raconte sans arrêt. Et donc c'est une forme de nourriture qui est très puissante. Or, et de pouvoir reconnaître quels sont les mots, les phrases qui sans arrêt reviennent dans mon esprit et que je consomme et qui me font souffrir. Et de voir aussi est-ce que cela m'aide? Est-ce que ça me rend heureux? Et donc nous ruminons
comme les vaches, en fait, qui ruminent et qui ramènent la nourriture et qui ruminent encore. Et nous avons cette capacité, nous les êtres humains, de ruminer nos pensées. Et, donc ça peut être, ces ruminations peuvent être saines ou alors elles peuvent être très toxiques. On peut avoir peut-être des pensées de haine, des pensées de violence, des pensées de colère. Et donc quand ces pensées sont là, la chose importante est, si on a de l'espace en nous, de pouvoir les reconnaître pour ne pas les alimenter et les laisser grandir en nous, en fait. C'est normal d'avoir des pensées qui viennent, qui surgissent de colère, de violence, des sentiments d'injustice, et on a envie d'agir, mais si on n'est pas conscient que d'agir sur de la colère ou de la haine, de la violence, ça ne va pas aider. En fait, c'est d'avoir la capacité de revenir, de s'apaiser, faire de l'espace, et alors notre action sera une action totalement différente, hein, une action avec une justesse. Donc c'est avoir un sentiment de gratitude pour les choses autour de nous, pour ce que la vie nous offre, avoir reconnaître que toute chose qui nous est offerte est un cadeau, Et je voulais récemment, c'est-à-dire avoir la capacité, même si nous sommes dans une difficulté, d'avoir la capacité de reconnaître, en fait, ce que notre maître nous disait, les conditions de bonheur qui sont là. En fait, de reconnaître, peut-être on est coincé dans les embouteillages, peut-être il y a une grève des trains, une grève des avions, on est coincé dans un aéroport, coincé dans un endroit. Mais est-ce que j'ai la capacité de voir, peut-être je peux regarder le paysage autour de moi, où il y a des personnes qui sont autour de moi, où je suis en sécurité et il n'y a pas de danger, je suis là, j'ai un moment d'arrêt comme ça, et c'est d'accepter la situation au lieu de se frustrer, au lieu de laisser grandir la colère en nous. Et aussi un autre élément qui est très bien de consommer par rapport à la consommation, et c'est la générosité, de pouvoir être généreux. Et récemment, je voyais, il y a... parce que quand on peut consommer, si on consomme aussi les informations, où on regarde beaucoup, on écoute la radio, les réseaux sociaux, on peut avoir beaucoup des mauvaises nouvelles, et on consomme sans arrêt des mauvaises nouvelles qui en fait nous intoxiquent et nous rendent plus dépressifs et malheureux, et on perd notre capacité de savoir quoi faire, hein. Mais il y a plein de choses actuellement qui se passent dans le monde. Il y a plein d'éveils de conscience, hein. Et depuis 2007, il y a une personne qui réfléchissait quoi faire en fait par rapport à la générosité. Il a commencé une chaîne de restaurants qui s'appelle Karma Kitchen. Il a commencé aux États-Unis, et en France aussi, il y a des Français aussi qui ont commencé aussi à suivre ce même mouvement, et ils ont changé le nom parce qu'ils trouvaient que karma c'était peut-être une connotation religieuse, donc ils ont appelé ça Seva Café. Et en France, il y a un endroit à Grasse, en fait. Et ce qui fait, c'est que ce restaurant, ce qu'il y a de particulier, en fait, c'est une chaîne de restaurants qui a grandi de plus en plus. Est-ce que vous connaissez parmi vous ça? Est-ce qu'il y en a certains qui connaissent? Non. Tu connais en France? Au Portugal, hein? Et c'est ça, il y a plusieurs pays dans le monde. Alors, ce qu'il y a de particulier, c'est que sur la carte, normalement, quand vous allez dans un restaurant,
Sur la carte, il y a écrit quoi? Hein? Hein? Le prix, le prix. Oui, le menu, ça bien sûr, mais le prix est écrit. Et là, le prix qui est écrit, c'est 0. En fait, les personnes, en fait, et ce qui est écrit aussi, c'est que il y a une phrase qui dit, vous n'avez pas à payer, mais si vous voulez, vous pouvez laisser ce que vous souhaitez qui couvrira pour la personne suivante. C'est-à-dire, ça s'appelle paying forward, c'est ça? C'est-à-dire, on paye à l'avance pour quelqu'un d'autre. En fait, ils ont eu cette idée qui fait que, et en fait, ils pensaient au début, les personnes disaient, mais c'est pas possible, ça va jamais fonctionner. Et en fait, ça fonctionne très bien parce que chaque humain, en fait, on a ce fond de générosité à l'intérieur de nous, de donner à l'autre. Et donc, c'est vous payez, vous ne payez rien, mais si vous voulez, et il n'y a pas de prix qui est donné, vous pouvez laisser ce que vous voulez. Et en fait, ça fonctionne très très bien parce que ça grandit et prospère. Donc, cette générosité. Et une pratique toute simple à faire, que si vous voulez, vous pouvez essayer aussi, c'est vous êtes dans un café et vous buvez un café ou un jus d'orange ou quelque chose comme ça, ou une tasse de thé. Et peut-être vous pouvez regarder autour de vous et voir, et dites au serveur, je vais payer aussi la consommation pour ces personnes à côté de moi ou dépendant vos moyens aussi, pour plusieurs tables comme ça, sans que la personne sache. Et quand la personne va avoir à payer, le serveur dira, non, ça a déjà été payé. Et vous pouvez, en faisant ça, cette générosité, vous ressentirez en vous un bonheur, en fait, de savoir que vous avez offert quelque chose à quelqu'un d'autre. Donc il y a des façons comme ça de faire grandir la joie en nous et le bonheur en nous. Donc ça s'appelle aussi, il y a toute des personnes ils ont appelé en anglais giftimism. Gift, ça veut dire cadeau. Donc en anglais, c'est au lieu d'activism ou de je sais pas quoi, ism, donc c'est giftimism, c'est ça. C'est-à-dire donner des cadeaux comme ça, sans rien attendre. Donc, on est tout le temps en train d'arroser quelque chose, une chose ou une autre dans notre esprit. Vous voyez qu'en vous racontant cette histoire, en fait, j'ai arrosé quelque chose en vous qui donne de la joie, un bien-être, parce qu'on a tous cette capacité. Donc, qu'est-ce que j'arrose dans mon esprit? Et moi, j'aime bien arroser mon esprit avec des informations comme ça et de voir ces prises de conscience que toutes les autres nouvelles. Donc, donc, toutes ces choses, elles sont arrosées dans notre esprit et c'est ce que l'on continue à consommer, en fait, qui reste là et c'est cette radio qui va jouer sans arrêt. Donc, qu'est-ce que l'on consomme? Il y a aussi, bien sûr, ça c'est la conscience individuelle, mais aussi on consomme la conscience collective. Donc l'environnement dans lequel nous nous trouvons, aussi, nous allons nous nourrir aussi de cette conscience collective. Alors ici, on aime bien venir au village pour une journée, pour passer une semaine, pour passer quelques mois. Parce que la conscience collective, en fait, ensemble, on a cette aspiration ensemble d'aller dans la direction de la compréhension, dans la direction de nourrir la compassion en nous, d'essayer de se comprendre les uns les autres, d'être là les uns pour les autres, d'avoir une bienveillance, de s'écouter, de s'offrir de l'espace, d'accepter les uns les autres. Si on n'a pas envie de parler, on accepte qu'on n'a pas envie de parler, que l'autre n'a pas envie de parler. Donc d'être là les uns pour les autres. Donc là, on est nourri. Et si vous allez en France, il y a beaucoup de manifestations. Dans d'autres pays, si vous vous trouvez au milieu d'une foule qui est en colère,
on reçoit aussi, on consomme cette conscience collective. Hein. Donc c'est aussi être conscient de là où est-ce que je me trouve. Hein. Alors de temps en temps, on se trouve dans une situation, dans un environnement qui est difficile, et c'est important de pouvoir avoir cette capacité de stabilité, de solidité en nous. Et donc la pleine conscience va nous aider à nous protéger si on est conscient que, oh là, je peux ressentir en moi la colère, si je me trouve peut-être dans une manifestation, et il y a beaucoup de tension, et on peut ressentir la colère, et c'est de vraiment être conscient que non, c'est pas dans ce sens-là que je veux aller, et c'est savoir peut-être se retirer de certains environnements. Donc on peut aussi, il y a peut-être aussi se trouver dans des groupes où il y a des conversations qui sont hostiles ou alors qui sont avec beaucoup de médisance. On sait les presses qui racontent beaucoup de médisance sur les uns, les autres. C'est aussi très toxique aussi cela. Et donc savoir est-ce que je suis avec un environnement qui est porteur de guérison. Donc c'est pouvoir choisir son environnement. Donc c'est pouvoir savoir prendre quelques minutes chaque jour, quelques minutes pour s'asseoir en silence, hein, s'asseoir avec nous-mêmes, hein, et s'entraîner à lâcher prise de nos pensées qui sont toxiques ou qui irréfléchies, hein, qui nous emportent partout. Et donc la joie du silence véritable deviendra une nourriture quotidienne pour nous, et porteuse de guérison. Moi, je vous encourage aussi, comme je disais avant, quelquefois, si vous pouvez, dans votre environnement, de vous accorder une journée ou 2 jours de silence par vous-même. Vous pouvez prévenir vos personnes autour de vous. Quelquefois, moi, je vois, et la pratique du silence, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien, qui est essentiel pour moi, qui me nourrit, qui me permet aussi de comprendre mieux, de comprendre les autres. Et je sais, quelquefois, ce n'est pas facile pour les personnes qui nous entourent. Et je me souviens à un moment d'être, même avec d'autres sœurs monastiques, et c'était quand je vivais à la Maison de l'Inspire, un petit monastère dans la région parisienne. Et j'avais besoin, étant donné que la maison était si petite, c'était assez intense, la conscience collective, même une très bonne conscience collective. Mais moi, j'avais besoin de silence. Donc pendant toute une période, je demandais à avoir 2 jours pendant lesquels j'étais en silence. Hein. Et ce n'était pas toujours facile pour mes sœurs, hein, que je sois en silence, hein, de ne pas communiquer. Mais aussi, c'est parce que moi-même, je ne savais pas connecter au-delà du silence des mots. En fait, je me renfermais un peu comme dans une cave, un peu comme ça. Et ça m'arrive encore de temps en temps en fait, d'avoir besoin de me fermer, en fait. Et ça, ce n'est pas... En fait, l'idée, c'est d'être dans un silence qui va nous ouvrir, hein, et nous connecter vers les autres. Hein. Alors la marche méditative, c'est c'est un merveilleux moyen d'apporter plus de clarté dans nos esprits sans effort. Hein. Alors je vous encourage d'aller marcher et d'aller faire une promenade dans la nature, hein, d'aller respirer l'air, hein, à l'extérieur, hein, de toucher les arbres, de donner des étreintes aux arbres, d'écouter le bruissement des feuilles dans les arbres,
le craquement des branches. Et donc là, nous allons, dans quelques minutes, avoir une marche méditative tous ensemble. Donc de bénéficier aussi de cette énergie collective que nous allons générer, que nous générons tous ensemble en étant ici assis ensemble, en marchant aussi, en allant faire la marche méditative ensemble, et de vraiment connecter avec chacun de nos pas, connecter avec l'énergie du groupe. Et aussi de connecter avec nos ancêtres qui marchent avec nous. Moi, au tout début où j'ai découvert la marche méditative avec Thay, avec notre maître, la chose qui m'a le plus touchée et marquée et qui m'a aidée à vraiment me lancer dans cette pratique, ça a été de connecter avec mon père qui est décédé lorsque j'avais 19 ans. Et Thay nous conseillait, sentez la présence de votre père qui vous tient la main, et ensuite sentez la présence de votre père qui marche avec vous dans vos pieds, avec vous. Et pour moi, ça a été un cadeau dans ma vie de pratique, de pouvoir reconnecter avec mon père à travers mes pas dans la marche méditative. Donc si aujourd'hui vous avez quelqu'un qui vous manque, quelqu'un peut-être qui est décédé ou qui est très malade, et que vous avez ou quelqu'un que vous aimez, que vous avez besoin de recevoir sa force, de recevoir sa présence, comme le chant du coucou dont je parlais ce matin, c'est de revenir et de sentir la personne marcher avec vous. Soit vous pouvez lui tenir la main, ou ça peut être aussi votre propre enfant intérieur qui a besoin de votre présence. Vous pouvez lui tenir la main et de sentir ensuite, que la personne, elle est là, elle marche avec vos pas, et vous lui offrez vos pas en pleine conscience. Et je vais terminer avec un poème de notre maître sur la marche. Le chemin silencieux t'accueille, mon enfant. Le chemin aux senteurs d'herbe et de fleurs. Le chemin au milieu des prairies parfumées, où subsistent les traces de ton enfance et celles de la main de maman. Pose-y des pas calmes et légers, des pas détendus et paisibles. Touche fermement la terre avec tes pieds et ne laisse pas tes pensées t'emporter dans le ciel, mon enfant. Reviens sans cesse à ce chemin. Ce chemin est ton ami. Soutenant ta respiration consciente, tu maintiens ce contact avec la terre. Il te transmettra sa paix, sa force. Que chaque pas soit pour la terre un baiser de ton pied. Que chaque pas soit pour elle une caresse. Que sa trace, comme le sceau de l'empereur, donne l'ordre au maintenant de revenir régner sur l'ici. Ainsi, la vie sera là. La vitalité s'exprimera pleinement. Les merveilles se manifesteront. Les visages prendront des couleurs. Les souffrances se transformeront et le corps et l'esprit seront en paix.